Cette vidéo est une critique de la vidéo de la NASA, Moon Machine, The Space Suit. Elle montre les problèmes qu'elle contient. Au début, personne ne savait comment faire un habit spatial qui pourrait supporter les conditions très difficiles de la Lune. Les premiers habits spatiaux étaient très rigides, et apparemment mieux protégés contre les dures conditions lunaires. Un habit spatial avait déjà été testé pour aller à très haute altitude, où la température est plus froide, et l'air raréfié. Toutefois, ces conditions sont encore très éloignées des conditions extrêmes de la Lune. Les combinaisons de vol des pilotes ne servaient qu'en cas de problème, car le cockpit servait de protection primaire. Mais survivre sur la Lune demandait un habit de protection plus sophistiqué. Les premiers habits spatiaux étaient encombrants, et il n'était pas facile de bouger dedans, ni de manipuler des objets. Alors de nouveaux types d'habits spatiaux ont vu le jour, qui donnaient plus de flexibilité aux astronautes, et qui leur permettraient de manipuler plus facilement des objets. Les habits féminins étaient très flexibles, et permettaient une grande mobilité. Mais étaient-ils adaptés pour les dures conditions de la Lune? La NASA pense avoir trouvé la solution en utilisant des joints en caoutchouc flexibles. Le nouvel habit spatial semblait répondre aux exigences nécessaires de flexibilité et mobilité, sauf que, ici, l'astronaute ne fait manifestement pas sa démonstration dans le vide. Ce furent des femmes, qui d'habitude confectionnaient des vêtements pour bébés, qui avaient la responsabilité de coudre les habits des astronautes. Alors, est-ce que coudre les habits spatiaux était une garantie qu'ils seraient étanches à l'air? L'habit spatial d'Apollo se refermait avec une longue fermeture éclair. Il est douteux qu'une fermeture éclair soit parfaitement étanche à l'air. Tout devait être absolument parfait, ou sûrement, cela ne fait pas de doute. Il était important qu'il n'y ait pas d'aiguilles oubliées dans l'habit spatial, car cela met très sérieusement en jeu leur sécurité. Ils auraient dû utiliser un détecteur de métal pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'aiguilles oubliées dans l'habit spatial. Le sac de survie, PLSS, Portable Life Support System, contenant le système respiratoire, devait aussi être construit. Ils disent que l'oxygène utilisé pouvait être réutilisé, ce qui fait que son efficacité pouvait être accrue jusqu'à 20%. Étonnamment, cette méthode n'a jamais été utilisée dans d'autres systèmes respiratoires. Après que le PLSS ait été construit, il était testé. La circulation d'air n'était pas suffisante pour rafraîchir l'habit. L'homme le testant avait diablement chaud. Ils ont trouvé la solution pour rafraîchir l'habit, en utilisant des tubes de plastique cousus avec l'habit, dans lesquels de l'eau circulait. Dans les tests sur Terre, cela a donné d'excellents résultats, mais, dans les dures conditions lunaires, qu'est-ce que cela donnerait? Les premiers habits n'étaient pas satisfaisants pour la NASA, car ils étaient peu pratiques. L'homme le testant n'arrivait pas à se redresser dans les tests antigravité. Pourtant, dans une vidéo d'Apollo 17, Jack Schmitt n'a pas de difficulté à se relever avec son habit spatial.
il réussit même à le faire sans utiliser ses mains, ce qui, même sans habit spatial, est impossible, y compris sur la Lune. Il y avait 2 habits spatiaux en compétition, l'un avec l'autre. Un nouvel habit spatial est alors conçu, plus flexible. Il est très fonctionnel, du moins sur Terre. Sûr, très flexible, et facile à enfiler, avec sa longue fermeture éclair, censée être étanche à l'air. Ok, nous y sommes, le nouvel habit spatial est adopté par la NASA. Le nouvel habit spatial est testé dans les conditions lunaires, enfin, c'est ce qu'ils disent. Le casque avait plusieurs visières superposées. L'une d'elles, la visière dorée, permettait de protéger les yeux des astronautes de la violente lumière solaire, non filtrée par une atmosphère inexistante. Pourtant, sur cette photo de Buzz Aldrin, saluant le drapeau dans Apollo 11, AS 1145875. Alors que Buzz Aldrin reçoit la lumière du soleil en plein dans sa figure, puisque nous voyons le reflet du soleil sur sa visière, et c'est aussi visible par la direction des ombres, il n'a pas sa visière dorée baissée, comme il devrait l'avoir, car nous voyons sa figure à travers la visière, et elle ne ressemble même pas à sa figure, elle ressemble plutôt à celle de Nixon. Les gants semblaient très robustes, mais la manière dont ils étaient reliés à l'habit spatial, en les cousant, peut donner des doutes à propos de leur efficacité. L'habit semble effectivement très souple lorsqu'il est testé, mais ici, il n'est pas pressurisé. S'il était pressurisé, ce serait très différent. L'homme le testant serait incapable de bouger de cette façon. Ils veulent donc nous convaincre qu'ils seraient même capables de jouer à la balle sur la Lune, mais l'habit n'est pas pressurisé dans cette démonstration. De l'air est simplement insufflé à l'intérieur de l'habit, pour permettre à l'homme de respirer, mais la pression à l'intérieur de l'habit est la même qu'à l'extérieur, et cela fait une grande différence avec un habit réellement pressurisé. Des tests ont également été faits en gravité réduite. La gravité réduite est simulée avec un plan incliné. En fait, dans cette démonstration, il nous montre comment la gravité réduite pouvait être simulée dans les missions Apollo. Bien sûr, ici, le système de retenue est visible, mais les supports pouvaient être peints en blanc, pour se confondre avec l'habit spatial, et, contre un fond sombre, les câbles transparents pouvaient devenir invisibles. Et la mauvaise qualité de la vidéo facilitait le trucage. La scène filmée était ensuite tournée d'un quart de tour de sorte que l'astronaute apparaisse vertical au lieu d'horizontal, et un décor était ajouté dans le fond en utilisant la technique de projection frontale. Il est bien plus simple de simuler la gravité lunaire que certains le pensent. Un test a également été fait dans une chambre à vide, mais cela a presque tourné au désastre quand un tube s'est déconnecté, et l'homme à l'intérieur de la chambre à vide est tombé inconscient. Le test a conséquemment dû être avorté. Mais, juste avant l'incident, l'homme se sentait bien, et nous devons donc en conclure que l'essai était concluant. Puis, il y a eu l'accident d'Apollo 1. Un test insensé qui a été fait avec de l'oxygène pur à haute pression, et qui n'avait jamais été fait avec des humains auparavant, seulement avec des animaux qui ont péri dans le test. De plus, les astronautes devaient manipuler des interrupteurs qui n'étaient pas protégés contre des étincelles électriques.
Ajoutez à cela le fait que la cabine contenait des matériaux inflammables, et vous comprendrez que les astronautes n'avaient pratiquement aucune chance de survivre dans ce test. Si vous ajoutez à cela le fait que la porte de la cabine avait été modifiée pour être plus difficile à ouvrir, vous pouvez commencer à vous demander si toutes les mesures avaient été prises pour assurer la sécurité des astronautes. La NASA a conséquemment requis que tous les matériaux inflammables soient retirés de l'habit spatial. Ils trouvent alors un nouveau matériau qui n'est pas inflammable, qu'ils peuvent mettre à l'intérieur de l'habit, et qui satisfait la NASA. À présent, les astronautes sont prêts à être envoyés sur la Lune. L'habit spatial a d'abord été testé dans les missions Apollo 8 à Apollo 10. Et c'est le test final d'Apollo 11, le test qui montre que les astronautes peuvent survivre sur la Lune avec ce merveilleux habit spatial. L'habit spatial permet aux astronautes de planter le drapeau américain sur la Lune. Il a définitivement prouvé son efficacité. Voici à présent quelques faits qui discréditent l'habit spatial comme ayant été utilisé sur la Lune. Ceci est le schéma du PLSS, tel que montré dans la documentation de la NASA. Cette animation montre la circulation de l'eau à l'intérieur du PLSS. La canalisation d'eau avait une valve automatique pour contrôler la pression, cerclée de verre, et de valves manuelles, H2O diverter valve et H2O shut-off and de relief valve, cerclées de rouge. Normalement, la circulation de l'eau était entièrement régulée par la valve automatique, mais les astronautes pouvaient avoir à fermer l'une des valves manuelles en cas de panne de la valve automatique, ce qui pouvait être détecté par changement de pression. Cette animation montre la circulation de l'oxygène à l'intérieur du PLSS. La canalisation d'oxygène avait une valve automatique pour contrôler la pression, cerclée de vert, et une valve manuelle, primary de shut-off valve, cerclée de rouge. Normalement, la circulation d'oxygène était entièrement régulée par la valve automatique, mais les astronautes pouvaient avoir à fermer la valve manuelle en cas de panne de la valve automatique, ce qui pouvait être détecté par changement de pression. Sur leur torse, les astronautes avaient une boîte de contrôle séparée qui leur permettait de contrôler des indicateurs du PLSS. Au cas où il y avait un problème dans la circulation d'oxygène, ou d'eau qui serait détecté et indiqué par un signal lumineux sur leur boîte de contrôle, les astronautes devaient fermer la valve manuelle correspondante pour résoudre le problème. S'ils ne le faisaient pas, le problème pouvait devenir tel que cela compromettrait le fonctionnement normal du PLSS, ce qui leur serait fatal. À présent, les leviers qui permettaient de fermer les valves manuelles étaient situés en bas du sac de survie. Ils étaient petits et serrés, les uns contre les autres. L'astronaute, qui les avait dans son dos, ne pouvait les voir. Il avait une grande difficulté à les atteindre, et ne pouvait les sentir avec ses gros gants pressurisés. Avec ses doigts nus, il aurait pu les sentir, et les distinguer les uns des autres, mais, avec ses gants pressurisés, c'était impossible. Il y a toute évidence que l'astronaute aurait agi sur le mauvais levier, ou plusieurs en même temps. Alors pourquoi est-ce que les ingénieurs de la NASA n'ont-ils pas prévu des leviers directement sur la boîte de contrôle, suffisamment espacés les uns des autres, de sorte que les astronautes puissent voir sur quel levier pousser en toute sécurité? Parce que tout devait être non pratique et illogique dans Apollo, sans aucun doute. L'OPS, Oxygène Purge System, est la partie du sac de survie qui a été colorée en jaune.
L'ombilic qui le connectait sur le torse de l'astronaute a été coloré en rouge sur la photo de gauche de la vue stéréoscopique. Selon la NASA, il était contenu dans le petit compartiment qui est indiqué avec une flèche rouge sur la droite de la vue stéréoscopique. Mais comment est-ce que ce long ombilic pouvait tenir dans un compartiment si petit? Il y avait des jauges pour contrôler la température et la pression à l'intérieur de l'OPS. Mais comment l'astronaute pouvait-il les consulter? Ceci est le schéma de l'OPS, tel que montré dans la documentation de la NASA. Il y a un module de contrôle automatique de température, qui a été cerclé d'orange, et qui est censé contrôler un système de chauffage. Normalement, de sorte à contrôler la température du système de chauffage, ce contrôle devrait l'attester au niveau de celui-ci. Au lieu de cela, il l'atteste à un endroit où la température est très différente de celle du système de chauffage, liaison colorée en vert. C'est comme si, lorsque vous voulez contrôler la température d'une pièce, et la réguler, au lieu de placer le thermostat à l'intérieur de la pièce, dont vous voulez contrôler la température, vous le placiez à l'extérieur de la pièce. Le thermostat ne verrait jamais que la pièce a atteint et même dépassé la température programmée et continuerait de commander le chauffage de la pièce. Vous pouvez vous attendre au résultat obtenu. Au bas de son torse, l'astronaute avait un système de purge de CO2. De manière à démarrer la purge, l'astronaute devait retirer une broche cerclée de vert et presser un poussoir cerclé de jaune. Mais cette broche aurait été très difficile à retirer avec les gants pressurisés, et c'est pourquoi cette broche était reliée à une grosse boule, cerclée d'orange, que l'astronaute pouvait aisément saisir et tirer pour retirer la broche. Sur ce gros plan de photo Apollo, le système de purge de CO2 a été cerclé de rouge, et la boule que l'astronaute devait tirer pour retirer la broche a été cerclée d'orange. Et c'est là que l'absurdité commence. Lorsque la purge était terminée, l'astronaute était censé réinsérer la broche pour arrêter la purge. Mais la boule reliée à la broche ne permettait que de la retirer, elle ne servait à rien pour la réinsérer dans son trou. Réinsérer la broche dans son trou était pratiquement impossible avec les gros gants pressurisés. Cela signifie que les ingénieurs avaient prévu un moyen aisé pour débuter la purge, mais rien pour l'arrêter correctement à la fin de la purge. Alors pourquoi est-ce que les ingénieurs n'ont-ils pas prévu un système plus pratique, avec par exemple un levier à deux positions, l'une fermant le trou et l'autre l'ouvrant, de sorte qu'il soit aussi aisé de fermer le trou que de l'ouvrir? Parce que, une fois de plus, tout devait être non pratique et illogique dans Apollo. En cas de problème avec la circulation d'eau ou d'oxygène dans le sac de survie de l'un des astronautes, celui-ci peut partager l'eau ou oxygène de l'autre astronaute avec une connexion qui est montrée sur ce schéma, et qui est appelée Buddy System, système compagnon. Ils disent que ce système permettait d'accroître la limite de l'EVA de 2 km. Mais cela n'a pas de sens, car, si un astronaute prend son eau ou oxygène de l'autre astronaute, il épuisera 2 fois plus vite la réserve d'eau ou d'oxygène de l'autre astronaute que ne le ferait ce dernier s'il était seul à l'utiliser. Au milieu de l'EVA, chaque astronaute a assez de réserve pour revenir au LEM. Mais, si le problème se présente à ce moment, et qu'un astronaute doit donner la moitié de sa réserve à l'autre astronaute, aucun n'en aura assez pour revenir au LEM, et ils mourront tous deux au lieu d'un seul. Et, comme question accessoire, où rangeait-il ce long ombilic sur le revers? Ralph René affirme que l'habit spatial des astronautes, lorsque pressurisé, aurait ressemblé au bibendum de Michelin. Pour conforter son affirmation que l'habit spatial serait très difficile à manipuler lorsque pressurisé, René a construit une boîte de verre dans laquelle il a inséré un gant, et qu'il a relié à la boîte de manière hermétique. Il montrait d'abord que le gant était facile à manipuler lorsque l'air n'avait pas été retiré de la boîte. Puis il retirait l'air de la boîte avec un compresseur,
mais pas complètement, juste assez pour que la différence de pression entre les surfaces intérieures et extérieures du gant soit la même que pour les astronautes sur la Lune. Il montrait alors que le gant devenait très raide, et qu'il devenait pratiquement impossible de plier les doigts du gant. Il a laissé plusieurs personnes faire l'expérience, de manière qu'elles puissent se rendre compte par elles-mêmes combien il aurait été difficile pour les astronautes de manipuler leurs gants sur la Lune. Pourtant, sur cette photo d'Apollo 17, AS 1734-20453, Jack Schmitt n'a pas de difficulté à complètement plier ses doigts. Lorsque le rover était déployé depuis le module lunaire, c'était un châssis nu. Tout l'équipement devait être monté dessus. Lorsque tout l'équipement avait été monté dessus, cela ressemblait à ceci, très différent du rover déployé. Mais le montage de l'équipement avec les gants pressurisés aurait été impossible. Sur les vidéos d'Apollo, nous ne voyons pas les astronautes faire tout le travail de montage. Nous voyons l'équipement déjà monté sur le rover. Nous devons en déduire que les astronautes avaient une baguette magique qui faisait tout le travail de montage pour eux. Près de ses pieds, l'astronaute avait de petites poches contenant de petits outils. Mais, pour atteindre ces poches, l'astronaute devait complètement plier son corps. Si cela est assez facile avec un habit non pressurisé, c'est pratiquement impossible avec un habit pressurisé. Pourquoi les ingénieurs n'ont-ils pas placé ces poches à un endroit plus accessible? Parce que, une fois de plus, dans Apollo, tout devait être non pratique et illogique. Sur cette photo, AS 1736-20695, CERN n'a aucune difficulté à s'agenouiller avec son habit pressurisé. Et, sur cet extrait de la vidéo correspondante, accéléré, nous le voyons répétitivement, s'agenouiller et se relever avec une grande facilité. Les bouteilles d'oxygène d'un plongeur, lui, permettent de rester sous l'eau pendant une durée d'environ 40 minutes. Et elles fournissent seulement de l'oxygène aux plongeurs, elles n'ont pas besoin de le rafraîchir. D'un autre côté, le sac de survie des astronautes, qui ne leur fournissait pas seulement de l'oxygène, mais aussi de l'eau, nécessaire pour les rafraîchir, leur aurait permis de survivre pendant 4 heures sur la Lune. Et nous pouvons nous demander comment les ingénieurs pouvaient empêcher l'eau d'être portée à ébullition sous la violente chaleur solaire de la Lune. Sur la plupart des photos, le haut du sac de survie arrive au niveau du sommet du casque. Mais, sur cette photo, AS 1585 11470, le haut du sac de survie est nettement plus bas que le sommet du casque. Il est manifeste que, sur cette photo, le sac de survie n'a pas sa taille normale. Mais la photo qui dépasse tout est cette photo, la photo AS 1615 18472. Sérieusement, ceci est un habit pressurisé. Ce que nous voyons est un simple jean taché, certainement pas un habit pressurisé. Il faut vraiment un esprit fanatisé pour trouver que cet habit est adapté pour marcher sur la Lune.